Ils avaient tout, l'adresse, l'argenterie, les invités venus de loin. Tout, sauf la mémoire de ce qui donnait sens à l'argent. Si l'on croyait que la réussite pouvait effacer des racines, ce soir-là prouverait le contraire. Le jardin suspendu du manoir brillait comme un écrin. Des guirlandes de cristal capturaient les lumières et la tendaient au visage des convives. On parlait bas, on souriait juste assez, on observait les coupes de champagne avec l'œil d'un juge. Renato Battista avançait dans sa veste sur mesure comme on avance dans une image qu'on s'est construite, mesurée, impeccable, irréelle. Il n'y avait pas une ride sur le costume, pas une hésitation visible. Et pourtant, son cœur frappait avec la violence d'un tambour qu'on entend dans un lointain souvenir. Bianca Montenegro entra à son tour, comme une déclaration. La robe blanche épousait son corps et la lumière, et sa beauté était conçue pour ne rien laisser au hasard. Coiffure travaillée, regard calculé, ce sourire qui disait aux autres qu'ils pouvaient admirer sans comprendre. Elle passa près de Renato en déposant une main légère sur son bras, une caresse publique, une marque de possession cérémonielle. Les deux allaient prononcer des vœux qui sonneraient, pour beaucoup, comme l'aboutissement d'un rêve ascensionnel. Pour d'autres, la scène était la confirmation d'une mécanique sociale bien huilée. Mariage, alliance, influence. Pour Renato, la soirée était une promesse et une épreuve à la fois. Si cette histoire vous parle, restez jusqu'à la fin. Vous verrez un geste qui change tout. Cette phrase, murmure presque, glissa entre les tables. Ce fut le seul appel posé ici, discret comme la vérité avant qu'elle ne remue les eaux. Les souvenirs, eux, n'obéissent pas aux préséances sociales. Ils surgissent en contrepoint, comme des notes discordantes sous une symphonie. Quand Renato avait 7 ans, sa mère, Benedita, façonnait des petits pains sur une table bancale. Ses mains, larges et fortes, étaient le testament silencieux d'une vie de labeur. Le four crachait une chaleur honnête, le café était noir et trop chaud, le pain parfois un peu sec, mais il y avait la douce certitude de retourner à une maison où l'amour n'était pas calculé. Elle parlait peu des sacrifices, elle les faisait, c'était tout. Elle disait parfois, en essuyant ses mains sur son tablier, « On avance, mes Ophelio, le chemin n'est pas pour nos genoux. » La transition entre ces deux univers, le four-mer d'autrefois et le cristal étincelant d'aujourd'hui, ne s'était pas faite comme un trait net. C'était une patience achetée à coups d'efforts et d'absence. Renato avait appris à troquer la fumée de cuisine contre les lumières tamisées des bureaux, la chaleur des mains calieuses contre la poignée froide d'un contrat signé. Il n'y avait pas eu trahison manifeste au départ, seulement un glissement, presque imperceptible, consolidé par des promesses chuchotées à soi-même. Pour elle, pour que ce soit mieux. On se dit ces promesses comme on peigne une chevelure une dernière fois avant d'entrer en scène. Bianca ne l'avait pas rencontrée par hasard. Elle avait été une combinaison de charme calculé et d'ambition sans masque. Les premières années, Renato croyait naïvement que ses efforts l'emportaient sur tout. Mais le monde de Bianca ne pardonnait ni les traces du passé, ni les éclats désordonnés de la nostalgie. Les conversations qui avaient, au départ, la légèreté d'une flamme nouvelle, se couvrirent de stratégie. « Imagine si ta mère venait vivre ici, » disait Bianca, avec un sourire qui voulait dire non. « Ce n'est pas l'image que nous devons montrer. » Ce n'étaient pas des injonctions violentes, elles glissaient comme un vernis. Les mots s'habillaient de douceur, et le silence qui suivait pesait comme une sentence. Il y eut un moment précis, personne n'aimait le nommer parce qu'il sonnait comme un effondrement, où l'idée d'une institution fut suggérée. Une clinique moderne, des soins spécialisés, une équipe à la hauteur du train de vie. La formulation était le plus joli emballage possible pour une décision froide. « C'est pour son bien », murmurait Bianca, en tenant la main de Renato devant une fenêtre donnant sur une ville qui s'illuminait de promesses. Renato, pris entre l'orgueil de sa réussite et la voix sourde d'une culpabilité qui, de plus en plus, se faisait sentir, signa des papiers qu'il n'avait pas lus jusqu'au bout. On lui parla de repos, de tranquillité, d'une prise en charge plus adaptée. Les mots coulaient, tièdes, et ils camouflaient la violence de l'absence. Benedita, quand elle apprit qu'on l'emmènerait en repos, fronça le sourcil avec un calme qui n'avait rien de la faiblesse. Elle n'aimait pas les faux-semblants. À 70 ans, sa mémoire faisait ses comptes et faisait les siens, sans laisser de place au dogme de l'embellissement. « Il a de la lumière dans les yeux », dit-elle une fois, observant une photo de Renato dans un cadre récent. Il a marché loin. Elle connaissait la distance entre marcher et oublier.
S'il oublie, on le ramène, ajouta-t-elle, plutôt comme une proposition que comme une plainte. Sa dignité n'était pas une demande, elle était la loi d'une vie. La clinique n'était pas ce qu'on imagine quand on regarde les brochures. On y respirait une neutralité clinique qui, chez certains, se logeait comme une acceptation, et chez d'autres comme une expulsion. Les couloirs avaient la couleur du lin, les odeurs étaient neutres, et le personnel avançait avec un rythme que la modernité imposait. Benedita y trouva la compagnie des heures, le regard des soignants, souvent brusque, rarement curieux. Elle y tenait sa dignité comme on garde une trouvaille précieuse dans une poche trouée, avec attention mais sans illusion. Myriam Rocha entra dans sa vie comme une fenêtre entr'ouverte. Elle était jeune mais pas naïve, simple mais profondément décidée. Employée attentive, elle avait appris tôt le poids des vies silencieuses. Ses mains avaient l'habitude de gestes précis, administrer un médicament, apporter un thé, changer un drap. Mais elle avait aussi le don d'entendre les silences. Quand Benedita parlait, Myriam l'écoutait. Elle n'arrivait pas, au début, à voir la dimension complète de l'injustice. C'était une question de routine, d'horaire, de patients à surveiller. Puis, un détail comme un fil rompu l'alerta. La fiche de soins de Benedita ne mentionnait pas de diagnostic clair. Elle y avait lu des termes vagues, des précautions usuelles, mais pas la condition que l'on attendrait après un choix aussi définitif. Repos volontaire, prise en charge, sans plus. Et surtout, aucun appel régulier. Aucune visite dont la fréquence dépasserait celle d'un ami distant. Myriam remarqua aussi la force tranquille de Benedita. Parfois, elle la voyait assise dans le petit patio de la clinique, les mains posées sur ses genoux, observant les nuages avec une attention presque religieuse. La femme parlait peu de son fils, mais quand elle parlait, c'était avec une clarté qui posait des images dans l'esprit de Myriam. Pain sec servi aux enfants, le bruit d'une porte qu'on ferme après avoir travaillé tard, la façon dont une mère réajuste un col de veste. Ces images lui donnèrent une colère douce, du type qui serre la mâchoire et pousse à l'action plutôt qu'à la plainte. Deux mondes évoluaient donc, côte à côte, sans se toucher directement. D'un côté, la réception au manoir où l'on s'assurait que tout fût parfait. De l'autre, le couloir beige où l'on faisait les lits, les allées récurrentes des infirmières, la monotone distribution des médicaments. La logique de l'un refusait la réminiscence de l'autre, et pourtant, les vies se reflétaient. Main cailleuse contre main gantée, pain sec contre cocktail, mémoire contre célébration. Il y eut des petites scènes qui, rétrospectivement, se révélèrent décisives. Une d'elles, Renato, seul sur la terrasse du manoir, regarde une photo ancienne. Il se souvient du visage de sa mère, qui portait toujours une petite tache de farine sur la joue. Il pense, furtivement, à la choisie de revenir, à l'installer dans une salle plus près des invités, à la laisser parler. Puis, il entend Bianca revenir à l'intérieur, riant de quelques remarques, et son cœur recule. Elle pose la main sur son épaule avec cette familiarité qui, chez elle, ressemble à une règle. « Il faut préserver ce que nous avons construit », lui souffle-t-elle, sans élan, comme on replace un objet fragile dans une vitrine. Ces effritements se présentent rarement sous la forme d'explosions dramatiques. Ce sont des accumulations de détails, de mots choisissant de ne pas évoquer quelque chose, de regards qui glissent vers d'autres interlocuteurs. Renato n'était pas un monstre, il était un homme en train de se dissoudre entre deux loyautés. Sa réussite lui paraissait légitime, et la crainte de la perdre fut plus efficace que n'importe quel argument moral. Il entreprit alors l'oubli raisonnable, celui qui s'habille d'arguments et de préoccupations valables. Le stress, le manque de temps, le désir de ne pas bouleverser une vie déjà acquise. Les gestes de Bianca furent subtils et chirurgicaux. Elle ne proféra jamais une accusation face à la mère. Elle fit mieux. Elle instaura une routine où la présence de Benedita devint une exception. Lors d'un dîner, elle suggéra, presque avec innocence, d'organiser un voyage réparateur pour la mère. Une retraite pour la mémoire, dit-elle, parce qu'un mot tel que maison de repos sonnait brutal et pouvait éveiller la sympathie en public. Elle proposa un lieu chic, une structure moderne, sous la promesse d'un personnel hautement qualifié. Les gens de son monde aiment bien les mots qui rassurent. Et, pour Renato, qui voyait en cela un acte d'amour pratique, la décision sembla parfois la plus raisonnable. À la clinique, Myriam commença à poser des questions. Elle s'intéressait au contact, à la fréquence des appels, à la mention d'une épouse, Bianca, sur quelques documents administratifs. Un soir, en rangeant le placard des fournitures, elle trouva un ticket d'invitation à un mariage plié nonchalamment dans un cahier. Les prénoms se lisaient clairement, Renato et Bianca. La date, sous la calligraphie dorée, était proche. Myriam sentit une pointe qui la traversa,
une anxiété différente, l'idée que la fête et l'oubli se tenaient face à face. Elle n'était pas du genre à se contenter de ressentis. Elle prit des initiatives simples mais impliquées. Elle parla à Benedita plus longuement, prit note de ses récits, apprit que la femme se souvenait encore des visages, des anecdotes, des noms. Benedita se souvenait des petites choses, et ses souvenirs n'étaient ni confus ni délirants. Ils étaient ordonnés comme une bibliothèque qui sait où chaque volume se trouve. « Je connais mon fils, dit-elle un matin à Myriam, le regard calé sur un coin de ciel. Il a l'odeur de la ville désormais, mais il est mon fils. » Il y avait dans cette phrase une plainte, oui, mais surtout une déclaration de souveraineté. Personne ne pouvait décider de la mémoire d'une mère comme on change un vêtement. Les jours passèrent, et la distance entre le manoir et la clinique devint plus tangible. L'écho des rires et des conversations feutrées au jardin contrastait avec le silence des chambres. Renato, mal à l'aise face à ses propres oublis, envoyait parfois des messages au numéro de la clinique, des messages courts, professionnels, comme s'il parlait à une entreprise de service. Vérifier l'état, me tenir informé. Il y avait dans ces mots une tentative de raccrocher le réel au geste, mais c'était un geste qui manquait de contact humain. Bianca, en revanche, verrouillait la scène avec des assurances. Elle répéta que la présence de Benedita pourrait être une tempête émotionnelle le soir du mariage. « Ce n'est pas le moment », murmurait-elle. Myriam, dont la conscience ne se satisfait pas des demi-vérités, commença à ourdir un fil. Non une stratégie révolutionnaire, mais un acte humble qui, elle le pressentait, pourrait ébranler quelque chose d'essentiel. Elle demanda des permissions supplémentaires pour sortir avec quelques patients, elle fit des appels anonymes, posa des questions au personnel administratif. Elle comprit vite que, si l'on ne l'avait pas précisé, c'était parce qu'on préférait une absence silencieuse aux scènes gênantes qui pourraient surgir en public. C'était un arrangement tacite, on déplaçait les mémoires trop gênantes. Et dans cette logique, une mère devenait un accessoire qu'on rangeait. La décision de Myriam prit forme un soir où la pluie battit les fenêtres de la clinique. Les ampoules du couloir clignotèrent avec un rythme lent, presque compassé. Elle retrouva Benedita assise, comme souvent, observant une lumière qui traversait les arbres. « Tu veux voir une fête » demanda Myriam, sans grandes espérances. Benedita inclina la tête. Elle éprouvait une curiosité paisible, mais ses yeux trahirent ce mélange de peur et d'espoir qui accompagne ceux qui n'osent plus réclamer. « Il va se marier » dit Myriam en baissant la voix. « Je sais. » Le silence fut un accord. Il fut décidé, en silence, que Myriam tenterait quelque chose. Pas un plan théâtral, seulement un geste, emmener Benedita au mariage. L'idée paraissait folle, une employée, avec une vieille femme, s'infiltrer dans un monde de valets et de chandeliers. Mais c'était de ce genre de folie que naissent parfois les vraies réparations. Myriam savait qu'elle risquait son emploi, sa position tranquille. Elle savait aussi que ce qui était en jeu dépassait les conséquences matérielles. Elle se souvenait de la façon dont sa propre mère avait travaillé pour qu'elle puisse finir ses études, et de l'effet que cela avait sur sa propre conscience. Certaines dettes ne se remboursent pas en monnaie, elles se soldent par des actes qui rétablissent des considérations humaines. Avant de partir, Myriam prit soin de préparer Benedita. Elle choisit une vieille blouse propre, un châle, ajusta délicatement la coiffure, qui, sous son regard attentif, reprit une forme simple mais digne. Elle parla peu, laissant parler le temps. Quand elles arrivèrent à la sortie, la combi poussiéreuse attendait, prête à avaler la distance entre la clinique et le manoir. La voiture semblait minuscule par rapport à l'énormité de ce qu'elle transportait. Une femme, une mémoire, un lien que l'on croyait scellé par la convenance sociale. De l'autre côté, au manoir, les invités s'installaient. Les conversations avaient l'air d'un tissu solide, et les rires prenaient un ton convenu, poli. Renato se déplaçait entre les groupes comme un hôte statuaire, distribuant des sourires qui, parfois, vacillaient. Il parcourut la pelouse, passa près du lieu où la musique ouvrirait bientôt son bal, et ne remarqua pas la combi à l'horizon. Les choses que l'on pense invisibles sont souvent sous nos yeux. Bianca, de son côté, répéta une dernière retouche de maquillage devant le miroir du salon. Ses mains tremblaient un peu, c'était à peine perceptible. Elle n'était une mauvaise personne selon la mesure ordinaire. Elle était simplement fatiguée d'être sans cesse obligée de défendre un empire d'apparence. L'épuisement, là encore, a souvent plus de puissance que la seule méchanceté. La combi s'approcha, lente, avalant la route qui séparait la clinique de la fête. Myriam conduisait.
Elle sentait le poids de l'instant comme un langage au creux de la poitrine. Benedita, à côté d'elle, regardait le paysage défiler. Les arbres, la ville, les panneaux, tout semblait se succéder comme si la vie proposait plusieurs cadences en simultané. Elle savait. Elle avait compris depuis longtemps que sa présence ne devait pas être une exigence. Elle n'avait pas envie d'humilier son fils. Elle voulait seulement que la vérité ait une voix. Et si cette voix devait être portée par une femme en blouse et une combi poussiéreuse, tant mieux. La dignité ne dépend pas des tissus. À mesure qu'elles approchaient, Myriam nota les détails. La fine brume qui s'accroche aux abords de la propriété, la façon dont les serviteurs s'affeuraient, la lueur dorée qui donnait au visage un air de peinture. Elle pensa à la suite. Elle savait qu'il y aurait confrontation, qu'elle déclencherait un désordre possible. Mais l'idée qu'on puisse soulager un oubli, même à la marge, la poussait à continuer. Renato, à ce moment, reçut un message. Une photo apparut sur son écran. La vue depuis l'entrée du manoir, une perspective qu'il connaissait bien. Il la regarda distraitement, puis posa son téléphone. Plusieurs personnes l'entourèrent, et il commençait à parler de choses futiles parce que ce soir-là, même la futilité avait un rôle à jouer, masquer l'inquiétude. Bianca hocha la tête à ses côtés, et son sourire gardait encore un voile. Mais l'épuisement se lisait désormais sur son visage comme une épicerie qui dispersait son inventaire devant un client. Elle n'avait plus la posture endurante d'autrefois. La combi gara à distance suffisante pour ne pas attirer l'attention immédiate. C'était intentionnel. Myriam descendit en aidant Benedita à poser un pied sur le gravier. Elle se tint un instant, comme deux silhouettes que l'on hâte sans leur demander leur avis. Puis elles avancèrent. Le jardin, conçu pour les images, avait ce soir-là l'air d'un théâtre où tout pouvait basculer. Des invités batifolaient, des verres s'entrechoquaient, des regards cherchaient leur marque. Myriam sentit sa gorge se nouer. Benedita, d'un autre côté, marchait avec cette lenteur qui impose le respect. Pas de plainte, pas de supplique. Elle arrivait par le droit le plus simple, celui d'exister. Il eut, quelques mètres avant le seuil principal, un moment qui ressemblait à une suspension. Des regards se tournèrent. La scène, pour une fraction de seconde, se figea comme une photographie. On put lire sur quelques visages une surprise polie, puis un effort pour rester au niveau du décorum. Renato tourna la tête à ce moment précis. Son regard croisa celui de sa mère. C'était un regard simple, sans théâtralité. Dans cet instant, quelque chose dans l'air se rompit. On sentait que la soirée, jusque-là, allait osciller. Bianca sentit la tension comme on sent une ombre traverser une pièce. Son sourire se figea. On vit sur sa face l'effet d'une fatigue plus profonde que le maquillage ne pouvait camoufler. Les injonctions de l'image se heurtaient maintenant au concret, la présence de la femme qu'on avait décidé de ranger. On devinait la bataille qui se jouait en elle entre la peur de perdre ce qui était acquis et le besoin de maintenir un empire de mensonges. Cet empire, fragile par nature, se craquelle toujours d'une même manière, par la lourdeur des secrets qu'il tente de contenir. Ce fut à cet instant que la tension monta, non pas comme un torrent soudain, mais comme une corde qu'on tire plus fort. Les conversations s'estompèrent. Renato, sans savoir exactement pourquoi, sentit son corps se tendre. Une mémoire, comme une clé oubliée, commença à tourner dans une serrure rouillée. Benedita, à côté de lui, posa sa main sur le dossier d'une chaise, touchant un monde dont elle n'attendait ni approbation ni réconfort. Myriam resta en retrait, observant, gardienne d'une vérité prête à éclore. La première partie de l'histoire s'arrête ici, sur cette approche, sur ce moment suspendu entre l'apparence et la réalité, entre l'épuisement de celle qui a tout organisé et la dignité tranquille de celle qui fut mise à l'écart. Les convives se taisent, comme si chacun pressentait que quelque chose d'essentiel est sur le point d'être dit. Le jardin attend, le cristal retient la lumière. Quinta-feira, la nuit du manoir, semble respirer plus lentement, attendant que la vérité trouve enfin une voie. Le silence pesa quelques secondes de plus, comme si la nuit attendait un ordre qui ne venait pas. Puis, comme une respiration qu'on retient trop longtemps, des murmures commencèrent à onduler parmi les invités. Les coupes de champagne tremblaient légèrement dans des mains élégantes. Quelques regards cherchèrent une explication. Renato sentit le monde tourner sur un axe différent. Un mince fil qui reliait son présent à des images d'enfance, à des mains qui pétrissaient, à des phrases murmurées devant un four. Bianca recula d'un pas, cherchant à recouvrer le masque parfait. Sa bouche, cette frontière qui avait si souvent livré des mensonges polis, s'entr'ouvrit puis se referma. Dans ses yeux, on pouvait lire autre chose que la peur,
Une fatigue ancienne, un épuisement qui n'avait pas compté les années, mais les mensonges. C'était presque instinctif, l'instinct de défense d'un empire, l'instinct de refuser que les murs conçus pour briller soient tachés par une vérité disgracieuse. Mais une autre partie, plus ancienne, plus rugueuse, se souvenait des mains de sa mère, de la farine collée aux ongles, de la façon dont elle avait remis un vêtement en ordre sans se plaindre. La juxtaposition fut telle qu'il eut l'impression d'étouffer, de ne plus savoir où placer son propre corps dans le monde. Dans le silence qui suivit, Benedita parla. Sa voix n'eut rien du pathos. Elle vint comme celle d'une femme qui avait vécu des luttes sans craindre d'en dire le prix. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres, mon fils, dit-elle. Si l'on avait demandé, j'aurais accepté la retenue. Mais ne me faites pas semblant, Renato. Ne me dites pas que j'existe en photo seulement. Je suis ici, et je suis la femme qui t'a porté. Et si ma place n'est pas bonne pour vos fêtes, alors je l'accepte, mais pas le silence forcé. » Les mots de Benedita avaient cette netteté que donnent les années. Pas de rage, mais une assise inébranlable. Elle ne cherchait pas à humilier, elle demandait de la vérité. Son regard indiqua non la colère, mais la nécessité d'une réparation. Bianca fondit alors. C'était une autre image que l'on n'avait pas vue sur les couvertures des magazines. Une femme dont la forteresse intérieure craquait. Une fatigue qui n'était plus seulement d'orgueil, mais d'épuisement moral. Elle se laissa tomber sur une chaise basse, comme si le corps ne pouvait plus jouer le rôle qu'on lui avait assigné. Ses mains cherchèrent du soutien et ses doigts s'agrippèrent à la nappe, à un tissu qui bientôt serait taché par les larmes. « Je n'ai pas su faire autrement, dit-elle, sans trouver un masque pour ses yeux. J'ai prié pour que le silence suffise. J'ai dit à moi-même que c'était pour le bien de tous, mais ce n'était pas vrai. J'ai permis que l'on t'oublie, Renato, et pour ça, je suis désolé. » Le mot « désolé » tomba comme une petite pierre sur une eau boueuse. Il fit des cercles, mais ne remontra pas le fond. Pour certains, c'était la confession qu'ils attendaient. Pour d'autres, le déclencheur d'une condamnation. Parmi les invités, des visages s'assombrirent. Certains serrèrent les poings, d'autres regardaient leurs chaussures comme pour trouver une échappatoire. « Et qu'attends-tu de moi maintenant » demanda Renato d'une voix qui n'était plus tout à fait le même. Il y avait dans son ton une colère froide, mais plus que la colère, une tristesse profonde qui l'irradiait. Bianca leva le regard, les traits brouillés par les larmes. On pouvait lire dans son visage une invitation crue, la recherche d'un jugement, mais aussi le désir d'un exutoire. Sa confession n'était pas seulement une remise en question publique, c'était une main tendue, maladroite, vers une porte qu'elle avait elle-même fermée. « Je ne sais pas, dit-elle, peut-être que je mérite que l'on me retire ce que j'avais. Peut-être que je mérite d'être seule, mais je ne veux plus mentir. Je ne veux plus que mon silence pèse sur la vie d'un autre être. » La pièce sembla se fendre, alors que Renato cherchait des mots à la fois pour condamner et pour comprendre. Autour d'eux, les convives murmuraient, l'un ou l'autre inventait déjà une histoire qui valait mieux qu'un regard intimement coupable. Les appareils photos cliquetaient, non pas comme des témoins innocents, mais comme des machines qui allaient prolonger la blessure au-delà de la nuit. Myriam n'attendit pas. La sueur froide d'une peur professionnelle et la chaleur d'une conviction se combinèrent. Elle prit quelques pas vers Renato, sa main à plat sur son cœur comme pour demander audience. « Renato, dit-elle simplement, ta mère n'a rien demandé d'extraordinaire. Elle garde sa dignité. Je l'ai connue ici, entre les médicaments, entre les lectures, et elle se souvient. Viens la voir, pas comme un objet à exhiber, mais comme la femme qui t'a fait. Je t'en prie. » Ce fut un appel à la simplicité, non pas une réquisition publique, mais une tendresse qui n'admettait pas d'échappatoire. Renato hésita, regardant tour à tour sa mère, Bianca, puis Myriam. Les ombres de son enfance se pressaient contre lui avec la force d'un torrent. Il sentit comme un fil qui le rappelait à autre chose qu'à sa propre image. Il pensa à toutes les petites choses qu'il avait laissées derrière lui, par peur ou par convenance. La poche trouée de sa veste d'enfant, la façon dont sa mère recousait les boutons, la soupe qui ne se terminait jamais sans un mot de consigne. Toutes ces choses revenaient maintenant, non comme une charge, mais comme un appel à choisir. Il fit un pas, puis un autre. Les murmures montèrent. Carlo, un vieux client de son père, un homme riche mais simple, se retourna, les yeux brillants, et murmura à son voisin. « C'est une affaire d'homme. » Mais Renato ne cherchait pas l'approbation des voisins.
Lorsqu'il atteignit sa mère, il ne se pencha pas comme pour s'humilier, il se pencha comme pour reconnaître quelque chose d'essentiel. Il prit délicatement la main de Benedita. Ses doigts étaient fins, mais la force qui s'en dégageait était solide. Les deux se regardèrent, et dans cet échange suspendu, il y eut la promesse muette d'un choix. « Maman, dit Renato, et sa voix vibra avec une émotion simple. Pardonne-moi. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait ou omis, mais je veux que tu saches que tu es ici maintenant. Je veux que tu me laisses réparer, si tu le veux. » Benedita répondit sans amertume. « Je ne cherche pas à te condamner. Je veux juste qu'on se regarde sans mensonge. Si tu veux réparer, fais-le. Mais fais-le pour toi aussi, pas seulement pour le monde. » Les mots, courts, furent une flamme qui n'embrasa pas la nuit, mais qui laissa une chaleur durable. Renato sentit monter en lui une résolution qui n'avait pas pour but de spectacle. Il n'agissait pas pour laver son nom devant les autres, il agissait parce qu'il sentait la nécessité intime de réparer. Quand il se leva, la salle retint son souffle. « Nous ne prononcerons pas les vœux ce soir, dit-il d'une voix qui ne tremblait plus. Je refuse d'ouvrir un autre chapitre sur le silence d'une femme. Je préfère fermer la page et commencer par le commencement. » Les réactions furent multiples. Bianca se leva, les traits décomposés. Était-ce la honte? Était-ce la surprise? Peut-être sa première reconnaissance que l'empire d'images qu'elle avait défendu n'était qu'une construction fragile. Certains invités se mirent à chuchoter. D'autres, abasourdis, tournèrent la tête pour fuir l'intensité du moment. « Renato !» s'exclama-t-elle, comme si elle pouvait rappeler le cours des choses. « Ce n'est pas la façon !» Mais il n'y eut pas d'interruption possible. Les gestes d'une famille, dans ce qu'ils ont d'authentique, ne se laissent pas détourner par l'indignation. Renato prit la main de sa mère et l'invita, d'un signe discret, à avancer vers lui. Benedita le suivit, lente, solide, ignorant les flashs et les regards. Bianca chancela, ses mains cherchant une prise qui n'existait plus. L'épuisement sur son visage prit la forme d'un effondrement de façade. Elle avait cru que la vérité pouvait être gérée. Elle avait oublié que les êtres humains ne se laissent pas manipuler au-delà d'un certain seuil. Sa confession avait provoqué une onde qui la rongeait de l'intérieur. Il y eut une onde après cela qui traversa la fête. Certains invités quittèrent la pelouse sans bruit, comme pour éviter d'être mêlés à un scandale. D'autres restèrent, figés par la gravité de l'événement. Les serveurs, habitués au chuchotement discret, pressèrent le pas. Quelqu'un couvre une table, une autre retire pour éviter les yeux. La fête, bâtie pour l'apparat, perdit naturellement son sens. Myriam resta en retrait, observant les conséquences imprévisibles de son acte. Elle se sentait légère d'une manière étrange, comme si une part de son être s'était enfin alignée avec ce qu'elle pensait juste. Elle savait pourtant que son geste avait un prix, la perte d'un emploi, la colère d'une hiérarchie menacée, des rumeurs qui pouvaient la dévoyer. Pourtant, elle ne regrettait pas l'audace. Elle avait vu une vieille femme regarder les nuages, et elle avait compris qu'on ne peut pas toujours laisser les nuages décider de qui existe. Après un moment de chaos silencieux, Bianca se redressa. Elle essuya ses traits, essaya de rassembler les lambeaux d'une dignité qui n'en demandait plus à personne. Face à Renato, elle se voulut ferme, comme si rendre des comptes impliquait encore un dernier acte. « Renato, dit-elle, je te demande pardon, j'ai peur, je ne sais pas ce que je deviens, mais je ne veux pas te perdre. » L'aveu n'éveilla pas la sympathie attendue. Pour la première fois, sa vulnérabilité ne fut pas accueillie par une admiration convenue. Elle était montrée dans la cruauté du réel. Renato la regarda, et dans son regard il y eut de la pitié, mais non la même que l'on accorde aux erreurs superficielles. Sa pitié prit la forme d'une mise à distance, non pour punir, mais pour préserver l'intégrité de sa famille réelle. « C'était mon rôle d'en parler, Bianca, dit-il doucement. Mais je ne peux pas accepter que la dignité d'une vie soit mise en balance contre nos apparences. Je ne veux pas d'une union bâtie sur la dépossession d'un être humain. » Ces mots furent un coup près. Bianca, qui avait passé des années à façonner une image, comprit que son travail de représentation n'était pas seulement terminé. Il avait perdu sa raison d'être. Elle busqua alors la fuite, non forcément physique, mais la fuite symbolique, le besoin de se retirer dans le repli, d'échapper à la honte. Elle quitta la pelouse, enveloppée dans un halo de regards, et disparut vers l'intérieur de la maison. Les portes se refermèrent derrière elle, comme si elle tentait de protéger le monde des invités d'une scène trop vraie.
Les jours suivants, la rumeur fit son chemin. On parla du geste de Renato comme d'une bravoure soudaine. D'autres répétèrent la version d'un mariage avorté par un caprice. Peu importe la manière dont on raconta l'événement, la vie avait changé. Renato passa la nuit avec sa mère, non pas dans la chambre luxueuse du manoir, mais dans une pièce plus modeste, où le silence avait la forme d'une conversation qui n'était plus interrompue par les convenances. Ils parlèrent peu, mais les gestes disaient davantage. La nourriture simple partagée, la façon dont Benedita reprit sa place naturelle près de la table. Ce n'était pas une victoire spectaculaire, c'était une réinstallation du vital. Benedita, cependant, ne se laissa pas mener comme un trophée. Elle refusa d'être le symbole d'une réparation superficielle. Elle parla à Renato d'un projet qui n'impliquait pas de retour aux illusions d'antan. « Je ne veux pas revenir pour être l'ornement d'une maison, dit-elle. Si tu veux réparer, fais-le avec patience. Viens me voir, parle, écoute. Et si tu veux partager ta vie avec quelqu'un, fais-le avec quelqu'un qui comprend d'où tu viens. Je ne veux pas être un Pablo dans la salle à manger. » La fermeté dans sa voix était la même que celle, jadis, avait façonné des pains pour une famille affamée. Sa dignité ne demandait pas des trophées, elle demandait une honnêteté lente et réelle. Myriam fut accueillie tour à tour comme une héroïne et comme une intruse. Le personnel de la clinique, d'abord inquiet, reconnut dans son acte une vérité qui l'avait déplacée par confort. Certains collègues la félicitèrent en secret, d'autres craignirent des répercussions. Elle fut convoquée, interpellée, supportée. Mais dans les jours qui suivirent, un flux discret d'appels arriva. Des familles demandèrent des termes plus clairs, des visites plus fréquentes, des registres plus transparents. Rien n'était immédiat, mais l'ombre du changement s'étendait. Pour Renato, la suite fut une étude de patience. Il annula le mariage, il rendit des choses, il fit des choix. Son entreprise subit une légère onde de choc médiatique. Des chroniqueurs parlaient de « l'homme qui choisit sa mère » comme d'une curiosité morale. Mais au-delà des plateaux et des articles, il y eut le devoir concret de recommencer à apprendre à être fils. Il rendit visite à sa mère avec une régularité nouvelle. Il la présentait comme une femme avec des histoires dignes, pas comme une anecdote gênante. Il s'engagea à réformer certaines pratiques de représentation dans son cercle, pas pour le spectacle, mais parce qu'il avait enfin compris que l'intégrité d'une vie ne se monnaie pas. Bianca, de son côté, disparut pendant un temps de la vie publique. Elle fit face à sa propre solitude, à l'effondrement d'un réseau d'images. Par moments, des échos parlaient d'une thérapie, d'une tentative de compréhension de sa peur de perdre l'existence socialement parfaite. D'autres murmuraient qu'elle cherchait à fuir la honte. Les jugements allaient bon train. Mais la narration de sa faute ne devait pas effacer sa dimension humaine. Elle était une femme qui avait choisi, non par pure méchanceté, mais par panique, par désir de sauvegarder une vie contre l'angoisse du jugement. Le temps et la vie ordinaire eurent raison des commentateurs. Les blessures, elles, prirent un autre angle avec le temps. Un après-midi, alors que l'été commençait à s'attarder et que la pelouse reverdissait sous des pluies bienfaisantes, Renato et Benedita marchèrent doucement dans un petit parc non loin de la ville. Ils parlèrent de choses banales, des voisins, d'une recette perdue, d'un livre qu'on aimerait lire ensemble. Ces petites banalités furent la forme la plus pure de réparation. Elles reconstruisaient une intimité sans grandiose, sans spectacle. Renato comprit que le vrai travail n'était pas dans la rupture dramatique, mais dans la routine réparatrice, le rappel quotidien d'une présence. Benedita, fidèle à son style, n'accepta pas une place de martyr. Elle voulut reprendre des activités, écrire des lettres, voir ses anciennes amies. Parfois, elle allait à la clinique pour discuter avec des femmes qui maintenant la reconnaissaient sans détour. Elle parlait peu de la nuit du manoir. Elle préférait raconter comment on répare une casserole ébréchée, morceau par morceau, plutôt que de ressasser une humiliation. Myriam, de son côté, reçut des reproches officiels, mais aussi des lettres anonymes de soutien. Quelqu'un lui envoya un paquet avec une vieille recette, un autre un mot de remerciement. Le geste était simple, la reconnaissance que son acte avait réveillé quelque chose chez ceux qui, d'habitude, se taisent. Elle garda son travail, parfois un peu plus fatiguée, mais avec la fierté d'avoir agi selon une conscience plus haute. La ville se retint en peu, puis reprit son flux. Les journaux irritèrent quelques-uns qui s'amusaient à juger, mais bientôt, la vie privée reprit ses droits. Les leçons, elles, restèrent, mais pas sous la forme d'une sentence spectaculaire. Elles restèrent, plutôt, dans les gestes. Un appel régulier, une visite imprévue, une réponse rapide à une question anodine.
Renouer la dignité d'une relation prit d'abord la forme de petites actions obstinées. Un soir, alors que Renato rendait visite à la clinique, il trouva Benedita assise dans le petit patio, comme elle l'avait été des mois auparavant, observant le ciel. Myriam n'était pas loin. Les deux femmes échangèrent un regard, puis un sourire. Renato s'assit près d'elle, prit une tasse de thé qu'on lui proposa. La simplicité de la scène était un triomphe silencieux. « Tu as bien agi », dit-il à Myriam en lui tenant la main, pas comme une médaille, mais comme une reconnaissance personnelle. « Je ne sais pas quelle forme prendra tout cela, mais je veux que tu saches que tu as fait une différence. » Myriam rougit, parfois gênée par l'attention, mais heureuse de voir que la vérité qu'elle avait choisie avait trouvé un chemin. Benedita, quant à elle, regarda son fils et dit, avec cette assurance qui n'avait rien d'accusateur, « On ne reconstruit pas en un jour, mais au fio. Mais chaque pas compte. N'attends pas des miracles. Attends du courage. Le reste suivra. » La phrase était une combinaison de sagesse simple et d'une réalité humble. Renato sentit un apaisement. Il savait qu'il y avait des nouvelles règles à tenir. Être présent, être honnête, ne plus choisir l'image au détriment d'un être vivant. Ce n'était pas un serment spectaculaire, mais une orientation profonde. Parfois, la rédemption n'apparaît pas comme un récit flamboyant. Elle s'installe comme une obligation morale tenue. Renato commença à fréquenter les lieux où sa mère avait vécu, à engager des conversations avec des gens qu'il avait négligés. Il fit en sorte que l'entreprise qu'il dirigeait cesse de glorifier les succès au détriment des histoires humaines qui les avaient rendues possibles. Des changements modestes mais concrets apparurent, une fondation pour soutenir des familles en difficulté, des mesures pour éviter que des proches soient mis à l'écart au nom de l'image. Aucun de ces gestes ne fit la une des journaux pour longtemps, mais ils comptèrent pour ceux qui en furent les bénéficiaires. En public, Renato fut parfois confronté à des questions piquantes. Des chroniqueurs cherchèrent à savoir comment il avait pu oublier. Il répondit avec franchise. Il avait cédé à la facilité, au caprice de se plaire dans une image. Cela ne lui rendit pas sa paix, mais cela l'ouvrit à un chemin différent. Il comprit que l'humilité ne se montre pas seulement dans le grand geste, mais surtout dans la constance de la présence. Parfois, la rédemption n'apparaît pas comme un récit flamboyant. Elle s'installe comme une obligation morale tenue. Renato commença à fréquenter les lieux où sa mère avait vécu, à engager des conversations avec des gens qu'il avait négligés. Il fit en sorte que l'entreprise qu'il dirigeait cesse de glorifier les succès au détriment des histoires humaines qui les avaient rendues possibles. Des changements modestes mais concrets apparurent. Une fondation pour soutenir des familles en difficulté, des mesures pour éviter que des proches soient mis à l'écart au nom de l'image. Aucun de ces gestes ne fit la une des journaux pour longtemps, mais ils comptèrent pour ceux qui en furent les bénéficiaires. En public, Renato fut parfois confronté à des questions piquantes. Des chroniqueurs cherchèrent à savoir comment il avait pu oublier. Il répondit avec franchise. Il avait cédé à la facilité, au caprice de se plaire dans une image. Cela ne lui rendit pas sa paix, mais cela l'ouvrit à un chemin différent. Il comprit que l'humilité ne se montre pas seulement dans le grand geste, mais surtout dans la constance de la présence. Un matin, quelques mois après l'événement, Bianca revint au manoir pour prendre quelques affaires. Renato et elle parlèrent, non pas pour se réconcilier, mais pour conclure ce chapitre. Bianca, affaiblie mais lucide, ne chercha pas à plaider sa cause. Elle demanda pardon, non pour la forme, mais comme une reconnaissance réelle. « Je me suis perdue, dit-elle. J'ai cru que contrôler la forme me rendrait heureuse. Ce n'est pas vrai. J'essaierai d'apprendre à vivre avec ça sans faire courir un autre silence sur des vies. » Renato écouta. Il n'y eut pas de reconquête sentimentale. Il y eut une séparation digne. Bianca prit son sac, quitta la maison et laissa derrière elle l'empreinte de ce qu'elle avait été. Une femme qui avait aimé l'ordre plus que parfois l'humain. Il y eut compassion, mais pas retour en arrière. La ville suivit ensuite son cours. Certains invités racontèrent l'histoire à leur manière, amplifiant tel ou tel détail. Mais pour ceux qui en avaient été les acteurs, l'affaire s'était transformée en une série de petits engagements à tenir. Le monde, qui aime les drames et les catharsis, oublia petit à petit. Le souvenir resta, mais il perdit son éclat de scandale. Il prit la forme d'une leçon tranquille que l'on répète à voix basse lors d'un dîner lorsqu'on veut rappeler que l'on ne doit pas sacrifier l'humain pour une image. Un soir d'automne, Renato accompagna sa mère à un marché où l'on vendait du pain fraîchement pétri. Ils s'arrêtèrent devant une petite boulangerie, le four dégageait une chaleur qui évoquait un ancien temps.
Benedita sourit en voyant le pain, s'approcha comme on revient vers une vieille amie. Elle ne chercha pas la reconnaissance publique, elle voulut simplement que son fils la respecte en gestes quotidiens. « Tu vois mon fils, dit-elle en posant une main sur la miche, le vrai goût ne se cache pas. Il est présent, même sous une croûte dure. C'est comme la vie, il faut la goûter pour la reconnaître. » Renato sourit, les yeux humides. Il réfléchit à tout ce qui avait été brisé et tout ce qui, lentement, se recousait. Il pensa à ceux qui, comme Myriam, avaient risqué peu pour rétablir beaucoup. Il pensa à la nécessité d'être humble devant ce que l'on reçoit. La dernière image que je laisse ici est celle d'un jardin, mais pas celui d'un manoir. C'est un petit jardin public, simple, où une vieille femme et son fils marchent côte à côte, partageant un silence qui n'est pas pesant, mais rempli d'une présence retrouvée. Le luxe a disparu de l'image, il n'en reste que l'essentiel. Deux êtres humains reprenant une conversation interrompue par la peur et la vanité. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui comprend la valeur des racines. Nous sommes tous, à un moment, appelés à choisir entre une image brillante et une main qui nous a portés. Que chacun fasse ce choix avec le courage qu'il requiert. Si cette parole vous a parlé, abonnez-vous pour d'autres récits qui rendent justice à l'humanité fragile qui nous habite.